Tunisie, mars 1943. L'obscurité est totale. L'Oberrichter, Hans Weber, est accroupi dans son trou, de tire-le-fusil posé en travers de ses genoux, à l'écoute. L'Afrika Korps est en Afrique du Nord depuis 2 ans maintenant, et il connaît les sons de la nuit du désert, le vent sur le sable, le grondement lointain des véhicules, parfois des patrouilles britanniques. Mais ce soir, quelque chose est différent. Le silence est trop parfait. Même le vent semble s'être arrêté. Les mains de Weber se crispent sur son Mauser. 30 mètres à sa gauche, il sait que le caporal Dietrich est en poste. À sa droite, le soldat Kessler. Ils sont déployés le long d'une ligne défensive au sud de Medellín, attendant que la 8e armée de Montgomery fasse son mouvement. Puis il les voit. Nompé les entend, les voit 4 silhouettes qui rampent dans l'obscurité basse, incroyablement silencieuse. La respiration de Weber se bloque. Ces soldats sont petits, beaucoup plus petits que les Britanniques qu'il a affrontés auparavant. Ils se déplacent comme des ombres, comme s'ils faisaient partie du désert lui-même. L'un d'eux passe à moins de 10 mètres de sa position. Weber ne bouge pas, ne peut pas bouger. Chaque instinct hurle de tirer, de donner l'alerte, mais quelque chose de plus profond le retient. Ces hommes avancent avec une assurance terrifiante. Ils savent qu'il est là, il en est sûr, ils le savent, et ils ont décidé qu'il ne valait pas encore la peine d'être tués. Les silhouettes disparaissent dans l'obscurité vers les lignes allemandes. 5 minutes plus tard, les cris commencent. Weber apprend 3 choses cette nuit-là. Premièrement, le caporal Dietrich est mort la gorge tranchée, si proprement qu'il n'a jamais poussé un son. Deuxièmement, ces petits soldats s'appellent les Gurkhas, et ils viennent de montagnes si hautes que la neige n'y fond jamais. Troisièmement, la guerre en Afrique du Nord vient de changer à jamais. 6 mois plus tôt, les officiers du renseignement allemand à Tripoli avaient rédigé des rapports sur les forces que Rommel affronterait en avançant plus profondément en Égypte. Les évaluations étaient méthodiques cliniques. Infanterie britannique bien entraînée, disciplinée, mais prévisible. Troupes australiennes, agressives excellentes en défense, enclines aux attaques frontales. Unités sud-africaines, mécanisées modernes, efficaces en terrain ouvert. Et puis presque en note de bas de page, les divisions indiennes. Le résumé du renseignement était condescendant, troupes coloniales, recrutées parmi les peuples soumis, susceptibles d'avoir des problèmes de morale. Éducation limitée risque de céder sous une pression prolongée. Le rapport consacrait plus d'espace aux spécifications des chars britanniques qu'aux dizaines de milliers de soldats indiens déjà présents sur le théâtre d'opération. Le Hauptmann Friedrich Müller, lisant ses rapports dans sa tente de commandement, près de Tobruk, avait hoché la tête en signe d'approbation. Il avait combattu en Pologne, en France. Il savait à quoi ressemblent les vrais soldats, grands bien nourris allemands, ou du moins européens. L'idée que de petits hommes, venus des montagnes d'Asie, puissent égaler l'infanterie allemande, lui paraissait absurde. Les premiers soldats allemands à rencontrer les Gurkhas, au combat, appartenentes à la 21e division blindée, en reconnaissance près de Sidi Barrani, en décembre 1941. L'action était mineure, une simple reconnaissance, en force. Une compagnie d'infanterie allemande avança sur ce qui semblait être une position légèrement tenue. Ils la trouvèrent défendue par une compagnie du 2e bataillon, 7e régiment de fusiliers Gurkhas. Le lieutenant Klaus Zimmermann dirigeait l'assaut. Son rapport, rédigé 3 jours plus tard, différait nettement des évaluations précédentes. Les soldats ennemis mesuraient environ 1,60 mètres. Ils portèrent des uniformes britanniques
mais combattèrent avec une férocité que je n'avais jamais rencontrée. Ils ne reculaient pas lorsqu'ils étaient débordés. Ils ne se rendaient pas lorsqu'ils étaient encerclés. L'un d'eux blessait les 2 jambes, brisées par des tirs de mitrailleuse, mais a continué à tirer jusqu'à sa mort. La compagnie allemande prit la position au prix de 43 pertes pour déloger 78 défenseurs. Le rapport de Zimmermann se concluait par une seule ligne reprise plus tard dans de nombreux rapports allemands. Ce ne sont pas des troupes coloniales, mais ce furent les combats nocturnes qui terrorisèrent véritablement les Allemands. Les Gourkhas, menant des raids de nuit depuis leur début au service britannique en 1815, une tradition perfectionnée au fil des générations. Ils se déplaçaient dans l'obscurité comme d'autres se déplacent en plein jour, et ils portèrent une arme qui allait hanter les cauchemars des soldats allemands, le kukri. Le kukri est une lame courbe d'environ 45 cm lourde vers la pointe, conçue pour une seule fonction, couper avec une efficacité maximale. Dans la main d'un Gourkha, elle peut trancher une tête d'un seul coup. Des sentinelles allemandes commencèrent à être retrouvées à l'aube, tuées si silencieusement que des soldats dormant à 5 mètres n'avaient rien entendu. Le Gefreiter Anton Richter, stationné près d'El Alamein en juillet 1942, écrivit une lettre à sa famille, interceptée par le renseignement britannique et plus tard archivée. Nous les appelons les petits hommes des montagnes. Ils ne sont pas plus grands que des garçons, mais ils se battent comme des diables. La semaine dernière, ils sont venus dans nos lignes de nuit. Nous avons retrouvé 4 de nos hommes, au matin, tous morts, la gorge tranchée. Personne n'a rien entendu, pas un cri, pas un coup de feu. Les Britanniques les envoient pour nous faire peur, et cela fonctionne. Nous les appelons les petits hommes des montagnes, écrivit-il. Ils ne sont pas plus grands que des garçons, mais ils se battent comme des diables. La semaine dernière, ils sont venus dans nos lignes pendant la nuit. Nous avons retrouvé 4 de nos hommes, au matin, tous morts, la gorge tranchée. Personne n'a rien entendu, pas un cri, pas un coup de feu. Les Britanniques te les envoient pour nous faire peur, et cela fonctionne. La réaction allemande fut de doubler les sentinelles, puis de les tripler, et enfin de maintenir des escouades entières en alerte toute la nuit, avec une rotation toutes les 2 heures pour éviter l'épuisement. Cela aida, mais peu. Les Gourkhas s'adaptèrent. S'ils ne pouvaient pas atteindre la sentinelle sans bruit, ils exploraient les défenses, en dressaient la carte, puis rapportaient leurs observations. La nuit suivante, c'était un autre secteur de la ligne qui était frappé. À l'automne 1942, au moment d'El Alamein, le renseignement allemand avait révisé son évaluation des troupes indiennes. Un rapport daté du 15 octobre 1942, distribué aux commandants de division, notait que certaines unités indiennes, particulièrement celles désignées comme bataillons GA, devaient être considérées comme des troupes d'élite. Il recommandait de traiter les positions tenues par des Gourkhas avec la même prudence que celle des divisions de garde britanniques ou des parachutistes allemands. C'était un aveu extraordinaire. La Wehrmacht ne comparait pas à la légère des troupes coloniales, à ses propres forces d'élite. Le respect venait de l'expérience accumulée bataille après bataille. À Ruisat Ridge, en juillet 1942, le 2e bataillon du 4e régiment de fusiliers Gourkhas tint une position contre des attaques allemandes, répétées pendant 3 jours. Lorsqu'ils furent finalement submergés, les Allemands découvrirent que les Gourkhas s'étaient battus jusqu'au dernier homme. Aucun prisonnier ne fut pris qui ne fut trop grièvement blessé pour résister. À Medellín, en mars 1943, là où Hans Weber fit sa première rencontre avec eux, le 1er bataillon du 9e régiment Gourkha mena un raid nocturne qui pénétra à plus de 300 mètres dans les lignes allemandes, tua ou blessa
plus de 40 soldats détruisit 2 dépôts de munitions et se retira sans perdre un seul homme. L'effet psychologique fut cumulatif. Les soldats allemands commencèrent à redouter le service de nuit face aux divisions indiennes. L'obscurité, autrefois leur allié, devint une source de terreur. Chaque ombre pouvait cacher un petit homme armé d'une lame courbe. Chaque bruit pouvait être le dernier qu'ils entendraient. L'oberst Heinrich Brandt, commandant un régiment en Tunisie au début de 1943, nota dans son journal un incident révélant ce mélange de peur et de respect. Un soldat Gourkha avait été capturé lors d'un combat diurne, blessé mais vivant. Brandt alla le voir à l'hôpital de campagne. L'homme avait peut-être 22 ans, mesurait à peine 1,60 m, le visage rond, presque enfantin. Il avait été touché à l'épaule et avait perdu beaucoup de sang. Brandt, qui parlait un peu anglais, lui demanda « Pourquoi combats-tu si farouchement pour les Britanniques ?» La réponse du Gourkha, traduite par un infirmier, fut simple. « Il vaut mieux mourir que d'être lâche. » Cette nuit-là, Brandt écrivit « Ce petit homme qu'on pourrait prendre pour un enfant de loin possède plus d'esprit guerrier que la moitié de mon régiment. Nous avons eu tort de sous-estimer ces soldats. Ils ne se battent pas pour l'Empire britannique. Ils se battent parce qu'ils sont des guerriers, et les guerriers ne se rendent pas. » Le respect, d'ailleurs, était réciproque. Les Allemands le découvrirent d'une façon inattendue. Après la chute de Tunis, en mai 1943, des milliers de soldats allemands devinrent prisonniers de guerre. Beaucoup furent gardés par des unités indiennes, dont des Gourkhas. Les prisonniers allemands, s'attendant à un traitement brutal, furent surpris de trouver leurs gardes professionnels, parfois même presque amicaux. Un sergent allemand, Otto Becker, capturé près d'Amphidaville, décrivit plus tard sa première rencontre avec des Gourkhas. Il était terrifié, se souvenant des histoires de raids nocturnes et de Kukris. Mais les Gourkhas traitèrent les prisonniers correctement, partageant même leurs rations lorsque les vivres manquaient. Becker demanda à l'un d'eux, par l'intermédiaire d'un traducteur, « Pourquoi avez-vous combattu si durement ?» Le soldat Gourkha sourit. « Vous êtes de braves soldats, dit-il. Nous respectons les soldats courageux. Le combat est fini maintenant. À présent, nous ne sommes que des hommes. » Cette distinction entre le guerrier en combat et l'homme en paix était fondamentale dans la culture Gourkha. Les soldats allemands, eux aussi élevés dans une tradition militaire, valorisant les vertus guerrières, commencèrent à comprendre. Les Gourkhas n'étaient pas des sauvages. Ils étaient des soldats professionnels, prenant leur métier au sérieux. Au combat, ils étaient implacables. Hors du combat, ils redevenaient humains. Mais la guerre n'était pas terminée. Elle se déplaçait vers l'Italie. La campagne italienne commençait en septembre 1943, allait confronter de nouveaux soldats allemands et Gourkhas, cette fois dans un terrain qui favorisait les défenseurs montagnes, vallées étroites, positions fortifiées. Les Allemands maîtres de la guerre défensive y préparèrent des lignes élaborées, la ligne Gustav, la ligne Hitler, la ligne gothique. Les Gourkhas, venus de montagnes si hautes qu'elles faisaient paraître les Apennins de simples collines, étaient dans leur élément. À Monte Cassino, au début de 1944, le 1er bataillon du 9e régiment Gourkha participa à certains des combats et les plus brutaux de toute la guerre. Les pentes étaient abruptes, rocheuses, entièrement exposées au feu allemand depuis les hauteurs. Les Gourkhas progressaient en montée, parfois en rampant, parfois en bondissant d'un abri à l'autre, mais toujours en avançant. Le Gefreiter Ludwig Hartmann, défendant une position au-dessus de la rivière Rapido, observa un assaut Gourkha se développer
un matin de février 1944. Les petits soldats montèrent la pente par bons cours, utilisant chaque pli du terrain. Les mitrailleuses allemandes se mirent à crépiter. Des hommes tombèrent. L'attaque continua. D'autres tombèrent. Et pourtant, ils continuaient d'avancer. Hartmann, vétéran du front de l'Est et convaincu d'avoir déjà tout vu, en fut bouleversé. Il dit à son chef de section, « Ils ne s'arrêtent pas. Tu les tues et ils continuent à venir. Quel genre d'hommes sont-ils » Le chef de section, un vétéran d'Afrique du Nord, ne leva pas les yeux de sa mitrailleuse. « Des Gorkas, répondit-il. Continue de tirer. » L'attaque fut finalement repoussée, mais au prix d'une consommation de munitions qui choqua les défenseurs allemands. Pour chaque Gourka abattu, ils avaient dépensé des centaines de cartouches. Ces petits soldats ne présentaient pas de cibles faciles, formés dès l'enfance à la vie en montagne. Ils savaient se déplacer, sur des pentes presque impossibles, trouver un abri là où il n'y en avait pas. Et la nuit venue, les montagnes leur appartenaient. Les positions allemandes, en Italie, étaient soumises à des patrouilles nocturnes, Gourkas, incessantes. Ce n'étaient non plus les grands raids de l'Afrique du Nord, mais des opérations plus petites, plus précises. Un poste d'écoute attaquait une route d'approvisionnement, coupait un observatoire nettoyé. Chaque mission était exécutée avec une précision chirurgicale, puis les Gourkas disparaissaient avant que les renforts allemands ne puissent intervenir. La tension psychologique devint immense. Les soldats allemands, en Italie, déjà soumis à des conditions dures et à des approvisionnements déclinants, devaient désormais affronter un ennemi capable de frapper n'importe où à n'importe quel moment, puis de s'évanouir comme un fantôme. À la fin de 1944, les évaluations allemandes sur les unités Gourkas avaient profondément évolué. Un document daté de novembre 1944, capturé après la guerre, décrivait les bataillons Gourkas comme une infanterie de montagne d'élite, hautement motivée, excellemment entraînés aux opérations nocturnes et aux combats rapprochés, et recommandait de les considérer comme équivalents aux troupes de montagne allemandes en termes de capacité. C'était un éloge rare. Les Gebirgsjäger, troupes alpines allemandes, comptaient parmi les meilleures forces de la Wehrmacht. Placer des troupes coloniales venues du Népal dans la même catégorie représentait un renversement total des jugements initiaux. Mais les soldats allemands n'avaient pas besoin de rapports de renseignement pour le savoir. Hans Weber, qui avait survécu à la nuit en Tunisie et combattu en Sicile, puis à travers la péninsule italienne, avait sa propre évaluation. Il l'écrivit à son frère en décembre 1944, peu avant d'être blessé sur la ligne gothique. On nous avait dit que ces hommes étaient des soldats inférieurs. On nous avait dit qu'ils céderaient facilement, qu'ils ne combattaient que parce que les Britanniques les y forcèrent. Chaque mot était un mensonge. Je combats les Gourkas depuis 2 ans. Ce sont les meilleurs soldats que j'ai jamais affrontés. Ils sont petits, oui, mais ils sont faits de fer. Ils ne connaissent pas la peur, ou s'ils la connaissent, ils ne la montrent pas. Quand je les vois venir, je sais que le combat sera dur. Je les respecte plus que je ne saurais le dire. Ce respect avait été gagné par des actions concrètes, devenues légendaires parmi les troupes allemandes. En décembre 1944, lors des combats, le long de la rivière Senio, un fusilier, Gourka, nommé Pan Bahadur Gurung, attaqua à lui seul 5 bunkers japonais, tuant tous leurs occupants, à la grenade et au kukri. Il reçut la croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. C'était en Birmanie, non en Italie, mais des actions semblables eurent lieu tout au long de la campagne italienne. Les Gourkas menèrent à plusieurs reprises des assauts qui semblaient suicidaires, mais qu'ils remportèrent par pure détermination
et par leur habileté tactique. À la rivière Senio, en décembre 1944, une autre action eut lieu. Le 1er bataillon du 6e régiment Gourkha attaqua les positions allemandes lors d'un assaut nocturne. Les Allemands, désormais aguerris à combattre ces troupes, avaient préparé des défenses massives, barbelés mine champs de tir, croisés, fusées éclairantes. Les Gourkhas vinrent quand même. Ils franchirent les barbelés avec des torpilles Bangalore, dégagèrent des passages dans les champs de mines et furent sur les positions allemandes, avant même que les défenseurs puissent réagir pleinement. Le combat fut d'une brutalité extrême, corps à corps dans certaines sections. Lorsque l'aube se leva, les Allemands avaient été repoussés de plus de 500 mètres. Le commandant allemand, en comptant ses pertes, découvrit que la plupart d'entre elles étaient survenues en combat rapproché. Les Gourkhas, une fois la distance réduite, étaient dévastateurs. Le kukri que les soldats allemands avaient d'abord méprisé comme une arme primitive se révéla terriblement efficace dans les espaces confinés de la guerre de tranchées. Le lieutenant Werner Schmidt, qui survécut à cette attaque, la décrivit plus tard à des interrogateurs américains. Après sa capture, « Ils sont comme des fantômes, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, et soudain, ils sont parmi vous. Et ce couteau, cette lame courbe, ce n'est pas seulement une arme, c'est un symbole. Quand vous la voyez, vous savez que vous combattez des hommes qui n'ont pas peur de la mort. » Cette absence de peur, ou du moins son apparence, était sans doute l'aspect le plus déconcertant du combat contre les Gourkhas. Les soldats allemands étaient formés à être courageux, à faire face à la mort pour la patrie. Mais les Gourkhas semblaient posséder une autre qualité, non pas la témérité, mais une acceptation calme du danger, presque spirituelle. Cela venait de leur culture. Le Népal isolé dans l'Himalaya avait maintenu son indépendance pendant des siècles grâce à sa puissance militaire. Les hommes Gourkhas étaient élevés avec l'idée qu'ils deviendraient peut-être soldats. C'était un honneur, une tradition. Les Britanniques les recrutaient depuis 1815 et au fil des générations, une véritable culture guerrière s'était affinée. La devise des régiments Gourkhas était simple: Kafar, Hunnu, Banda, Marnu, Ramro, mieux vaut mourir que d'être lâche. Les soldats allemands qui entendaient cette devise la comprenaient immédiatement. C'était un sentiment qu'ils avaient eux-mêmes appris dans leur formation militaire. Mais les Gourkhas le vivaient avec une intensité remarquable, même selon les standards de la Wehrmacht. Alors que la guerre d'Italie s'achevait au début de 1945, l'armée allemande s'effondrait. Les réserves étaient épuisées, la couverture aérienne inexistante, les renforts des vieillards et des adolescents. Les soldats restants étaient épuisés, affamés, et de plus en plus conscients que la guerre était perdue. Mais même dans la défaite, même dans la retraite, ceux qui avaient combattu les Gourkhas les respectaient encore. En avril 1945, alors que les forces allemandes en Italie commençaient leur reddition finale, des milliers de soldats de la Wehrmacht furent rassemblés comme prisonniers par les forces alliées dont faisaient partie plusieurs divisions indiennes. Les Gourkhas, qui avaient combattu si farouchement, servaient désormais de garde et d'administrateurs. L'Obergefreiter Hans Weber, blessé sur la ligne gothique, mais remis sur pied, se retrouva dans un camp de rassemblement de prisonniers, gardé par des hommes du 2e bataillon, 7e régiment Gourkha. Il reconnut leur insigne. C'était le même bataillon qu'il avait affronté pour la première fois en Tunisie, 3 ans plus tôt, une éternité. L'un des soldats Gourkhas, un sergent havildar nommé Dil Bahadur, parlait un peu allemand.
Il l'avait appris auprès de prisonniers. Il s'approcha de Weber qui se raidit instinctivement, se souvenant des raids nocturnes des morts silencieuses de la peur. Dilbahadur lui sourit. « La guerre est finie », dit-il en allemand, hésitant. « Vous vous êtes bien battu. Vos soldats ont été courageux. » Weber, surpris, ne put que hocher la tête. « Nous sommes des soldats, » dit Dilbahadur en continuant. « Nous comprenons les soldats. Vous avez fait votre devoir, nous avons fait le nôtre. Maintenant c'est terminé. » Ce moment répété sous diverses formes à travers des centaines d'interactions entre prisonniers allemands et gardes Gourkhas résumait quelque chose d'essentiel. Les Gourkhas n'avaient jamais combattu par haine. Ils avaient combattu avec professionnalisme, avec fierté dans leur art militaire, avec loyauté envers leur régiment et leurs camarades, mais jamais par haine. Les soldats allemands élevés dans un système fondé sur l'idéologie et la supériorité raciale trouvèrent cela déroutant au départ. Comment ces hommes que la propagande allemande avait qualifiés d'inférieurs pouvaient-ils combattre avec une telle compétence, une telle intensité, sans haine? Comment pouvaient-ils être si farouches au combat et si professionnels dans la paix? La réponse était simple, même si les Allemands mirent du temps à la comprendre. Les Gourkhas étaient des soldats professionnels, dans le sens le plus pur du terme. Ils combattaient parce que c'était leur devoir, leur tradition, leur honneur. Ils combattaient pour gagner et sans pitié lorsque cela était nécessaire. Mais ils ne combattaient pas parce qu'ils haïssaient les Allemands. Ils combattaient parce qu'ils étaient des guerriers et les guerriers combattent. Plus de 250 000 Gourkhas servirent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils combattirent en Afrique du Nord, en Italie, en Grèce, en Birmanie, en Malaisie. Ils remportèrent 10 croix de Victoria, le plus grand nombre attribué à une force du Commonwealth proportionnellement à leur effectif. Ils subirent plus de 32 000 pertes, dont 8 985 morts. Et les soldats allemands qui les affrontèrent ne les oublièrent jamais. Dans les années qui suivirent la guerre, alors que les vétérans des deux camps écrivaient leurs mémoires et donnèrent des entretiens, un thème constant apparut. Les soldats allemands qui avaient combattu les Gourkhas parlaient d'eux avec un respect proche de la vénération. Oberst Heinrich Brandt, qui avait interrogé un Gourkha blessé en Tunisie, survécu à la guerre, et publia ses mémoires en 1962. Un chapitre entier était consacré aux Gourkhas. Il écrivit « On nous avait appris que nous étions la race supérieure. On nous avait appris que les autres peuples étaient inférieurs. Et puis nous avons rencontré les Gourkhas, et nous avons appris que le courage, la compétence et l'esprit guerrier n'ont rien à voir avec la race ou la nationalité. Ils dépendent de la culture, de l'entraînement et de la tradition. Les Gourkhas possédaient les trois en abondance. Ce furent tout simplement des soldats remarquables. Je suis honoré d'avoir combattu contre eux et reconnaissant d'avoir survécu à cette expérience. Ce sentiment fut partagé par d'innombrables autres vétérans allemands. Le choc initial d'affronter des soldats qui contredisaient toutes leurs certitudes, le respect grandissant, né de combats répétés, et enfin, l'acceptation qu'ils s'étaient lourdement trompés. Hans Weber, celui-là même, qui s'était accroupi dans un trou de tir en Tunisie, observant des ombres glisser dans la nuit, survécut à la guerre et rentra en Allemagne. Il parlait rarement de ses expériences comme tant d'anciens combattants. Mais en 1958, il accorda un entretien à un journal local sur son temps passé en Afrique du Nord et en Italie. Le journaliste lui demanda « Quels soldats ennemis avez-vous trouvé les plus difficiles à combattre ?» Weber n'hésita pas. « Les Gourkhas, dit-il sans détour.
Les Gourkhas, c'étaient de petits hommes venus de montagne dont je n'avais jamais entendu parler combattant pour un empire qui n'était pas le leur. Mais ce furent les meilleurs soldats que j'ai jamais affrontés, courageux, compétents, absolument intrépides. Quand je les voyais venir, je savais que le combat serait dur. Il fit une pause, se souvenant. La nuit, le champ de bataille leur appartenait. Nous essayions seulement de survivre jusqu'à l'aube. Le journaliste demanda s'il avait eu peur d'eux. Weber sourit tristement. « Chaque soldat a peur, répondit-il. Mais oui, les Gourkhas nous terrifiaient. Pas parce qu'ils étaient cruels, ils ne l'étaient pas. Ils étaient professionnels. Mais ils étaient si bons dans ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient, c'était tuer des soldats allemands. Ils le faisaient efficacement, silencieusement, sans hésitation. C'est terrifiant. » Le journaliste demanda « Les haïssez-vous » Weber secoua la tête. « Non, je les respecte. Ils faisaient leur devoir comme moi je faisais le mien. Ils étaient simplement meilleurs que ce que nous avions imaginé, bien meilleurs. » Mais ce respect gagné au prix d'années de combats sanglants devint l'héritage durable des affrontements entre Allemands et Gourkhas pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient commencé la guerre persuadés de leur supériorité raciale et de l'infériorité des troupes coloniales. Les Gourkhas, par leurs actions, bataille après bataille, avaient détruit ces illusions. Ils ne l'avaient pas fait par la propagande ou l'idéologie, mais par la méthode la plus simple et la plus indéniable. Ils l'avaient prouvé au combat. Ils s'étaient battus avec compétence, courage et détermination, d'une manière qui exigeait le respect même de la part d'ennemis élevés pour ne pas en accorder. Les petits hommes, venus des montagnes, pas plus grands que des garçons, étaient devenus des géants aux yeux des soldats allemands. Non par la taille ou la force, mais par l'esprit guerrier qui transcende nationalité, race ou empire. Au fil du temps, ce que les Allemands disaient des Gourkhas changea des jugements méprisants à la surprise choquée, puis au respect contraint, et enfin à une admiration sincère. Le voyage de troupes coloniales à les meilleurs soldats que j'ai jamais affrontés s'était écrit en sang à travers les déserts d'Afrique du Nord et les montagnes d'Italie, et dans l'obscurité de tant de nuits où des sentinelles allemandes veillaient n'entendant rien, mais sentant les ombres se rapprocher, elles apprirent une leçon qu'aucun rapport de renseignement n'aurait pu enseigner. Le courage, la compétence et l'esprit guerrier n'appartiennent à aucune nation, à aucune race. Ils appartiennent à ceux qui les ont gagnés par l'entraînement, la tradition et la volonté d'affronter la mort sans trembler. Les Gourkhas les avaient gagnés, et les Allemands, quoi qu'ils aient cru, avaient appris à reconnaître cette vérité.